Jean-Claude Martin a eu l'amabilité de me proposer d'évoquer un point relatif à la pensée nietzschéenne, étant donné la parution de mon dernier livre, Les ambivalences de Nietzsche, type, figure et images féminines aux éditions de la Sorbonne, je lui ai proposé d'aborder les considérations de Nietzsche sur les femmes. Il est vrai qu'examiner ces considérations n'est pas simple. Les écrits de Nietzsche contiennent à ce sujet une pléthore de remarques qui vont du cliché à une analyse complexe et raffinée de la condition humaine, ou encore des digressions éparses à des conclusions résultant d'une argumentation serrée. Ces réflexions sont présentes, à l'exception des premiers textes, un peu partout dans son œuvre. Examiner les images des femmes que Nietzsche construit et les rôles qu'il leur accorde, étudier la façon dont il se sert de la typologie dans ses analyses des figures féminines, soulever la question de savoir pourquoi il crée des personnifications féminines d'entités abstraites, s'interroger sur les positions qu'il assume vis-à-vis des femmes qui veulent s'émanciper, comprendre les raisons qui les conduisent à combattre frontalement les femmes des lettres, voilà les problèmes qui nous prendront pour fil conducteur de notre investigation. La thèse que nous défendrons est que les réflexions de Nietzsche sur les femmes n'ont pas une place marginale dans son œuvre. Elles ne sauraient se réduire à des préférences personnelles et moins encore à des égarements ponctuels. Bien au contraire, elles s'inscrivent dans son entreprise philosophique. En choisissant de traiter de la femme, Nietzsche prend ses distances à l'égard de la tradition philosophique qui avait rarement envisagé les différences sexuelles comme un objet d'étude jusqu'alors. Lorsqu'il fait appel à la distinction entre les masculins et les féminins, il inaugure une façon de penser, de réfléchir sur les relations humaines qui pourrait être considérée dans une certaine mesure comme sexuée. La première question qui se pose consiste donc à savoir comment Nietzsche conçoit les différences sexuelles. Il est hors de doute qu'il ne les envisage pas simplement comme des différences d'ordre biologique. Et cela avant tout parce qu'il refuse la prétention à l'objectivité élevée par la science. Mais il ne conçoit pas non plus le masculin et le féminin simplement comme des constructions culturelles. Si se bornait à nier les différences biologiques pour les réduire à des constructions culturelles, Nietzsche adopterait une interprétation de l'être humain qui serait aussi partielle que celle qu'il critique. En tant qu'élaboration culturelle, les diverses conceptions historiquement situées du féminin et du masculin sont déterminées par la condition physio-psychologique d'individus appartenant à un groupe social déterminé. Mais dans la mesure où les valeurs établies par ces individus sont incorporées d'une manière ou d'une autre à leurs conditions physio-psychologiques, elles finissent par transformer celles-ci. Considérées dans cette perspective, les masculins et les féminins deviennent une seconde nature qui est, elle aussi, en permanente mutation. Nietzsche établit une étroite relation entre la physiopsychologie et la typologie. Cela lui permet de mettre en scène plusieurs types de femmes, comme les mères, les vieilles filles et les femmes émancipées. Ces types pourraient très bien être incarnés par les femmes que Nietzsche a côtoyées au cours de sa vie. Franziska Nietzsche, Elisabeth Förster-Nietzsche et parmi d'autres, Malvida von Meisenburg. Néanmoins, il faudrait garder à l'esprit qu'avoir recours aux données biographiques de l'auteur n'est pas d'un grand secours pour élucider ses positions philosophiques. Signaler la présence de diverses femmes dans la vie de Nietzsche ne sert à rien pour éclairer les types féminins qu'il conçoit. Il est bien connu que Nietzsche s'exprime à plusieurs reprises sur sa propre vie, mais c'est avec prudence qu'il faudrait envisager la relation de la vie et de l'œuvre dans le cas de la pensée nietzschéenne. Ce n'est pas en mettant son existence de côté qu'il élabore son œuvre, mais celle-ci est partie intégrante de sa vie. Il fallait cette vie pour qu'il y ait cette œuvre.
Mais cette vie ne se réduit pas à une configuration psychologique individuelle ou à un mode intérieur spécifique. Laissons là M. Nietzsche. Qu'il nous importe que M. Nietzsche ait retrouvé sa santé, peut-on lire dans la préface du Gai Savoir. Singulières, les expériences vécues de l'auteur du livre ne sont pas individuelles. C'est une forme de vie donnée, une condition physio-psychologique déterminée qui s'exprime dans ces textes. Nous estimons donc qu'il faire appel aux données biographiques de Nietzsche pour essayer d'élucider son œuvre, au lieu d'apporter des solutions, ne fait qu'engendrer de nouveaux problèmes. Il est vrai que Nietzsche a été ambivalent à l'égard des femmes avec qui il s'est lié au cours de sa vie, comme dans le cas de sa relation avec Lou Salomé ou Cosima Wagner, et en particulier avec sa sœur et sa mère. Il est vrai aussi que des ambivalences plus importantes se donnent à voir si l'on compare la façon dont il traite les femmes émancipées dans ses textes avec son comportement à l'égard des femmes émancipées qu'il a côtoyées. Mais les ambivalences qui nous intéressent sont celles qui habitent les textes nietzschéens. Les premières ambivalences à l'égard des femmes apparaissent dans Humain trop humain. Dans la perspective nietzschéenne, d'une part, incapables de prendre en main leur propre vie, les femmes se mettent au service d'autrui et en se conformant aux images idéalisées conçues par leurs amants, elles ne sont que des simulacres de femmes. De l'autre, puisque la figure maternelle joue un rôle déterminant dans l'image de la femme que construisent les hommes, et que les femmes ont un comportement maternel vis-à-vis de leurs amants, elles sont responsables des attitudes qu'ils assument à leur égard. D'une part, dans le cadre d'un mariage réussi, comparable à l'ami, la femme procure à son conjoint des moments d'intense plaisir intellectuel. De l'autre, en respectant les convenances, elle fait obstacle à son indépendance d'action et de pensée au point d'empêcher l'apparition des esprits libres. Si dans Humain trop humain, Nietzsche considère que la femme peut contribuer à la formation des générations à venir, il n'hésite pas à intituler ses chapitres « Femmes et enfants ». En mettant les deux substantifs l'un à côté de l'autre, il laisse entendre que la femme a la même condition que l'enfant dans le contexte social. Aucun des deux ne peut être assimilé à l'homme. Il donne à voir, en outre, que le domaine d'activité de la femme s'est restreint au foyer. C'est à elle de seconder son époux et de s'occuper de ses enfants. L'étroite relation entre les projets philosophiques de Nietzsche et ses considérations sur les femmes se présente clairement dans le Gai Savoir. Dans la séquence des paragraphes qui commence au 57 et s'achève au 75, Nietzsche jette la lumière sur deux convictions qui constituent les noyaux mêmes de la philosophie dogmatique, la croyance dans l'objectivité et la propension à l'anthropocentrisme. En même temps qu'il les critique, il présente ses propres positions. Puisque son projet philosophique compte mettre fin à la primauté de la subjectivité, Nietzsche ne peut pas admettre l'idée d'objectivité entendue comme une manière de voir désintéressée, neutre et impersonnelle. Dans la mesure où son entreprise philosophique consiste précisément à concevoir l'homme comme une partie du monde et non pas comme un sujet en face de la réalité, il ne peut pas admettre que l'être humain se prenne pour le centre de l'univers. Sa tentative d'animaliser et de naturaliser l'être humain est présente dans son exigence de prendre en considération les pulsions, les affects et les instincts. C'est dans cette perspective que Nietzsche envisage les femmes. En rejetant l'idée des femmes en soi, il refuse de considérer la femme comme une essence. Et par le même mouvement, il rend possible de concevoir
une pluralité des configurations du féminin et d'appréhender chacune dans sa singularité. Mais cela n'empêche pas que de nouvelles ambivalences vis-à-vis des femmes surgissent dans le gai savoir. Dans la préface de ses livres, en cherchant à se démarquer des philosophes dogmatiques, Nietzsche assimile la vérité à la femme. Dans sa perspective, la vérité qui est femme sait très bien que la vérité poursuivie par les philosophes dogmatiques n'existe pas. Elle n'est pas elle-même la vérité qu'ils pensent exister. Autrement dit, la vérité qui est femme considère comme un affront la vérité doctrinale que les philosophes dogmatiques poursuivent. Avec ses voiles et ses ornements, elle se met hors de leur portée. Avec beaucoup de pudeur, elle opère dans un autre registre. Assimilant la vérité à la femme, Nietzsche combat la vérité doctrinale poursuivie par les philosophes dogmatiques et célèbre en même temps la femme qui ne consent pas à se livrer à eux. Cette nouvelle conception des vérités, que nous n'avons pas le temps d'explorer ici, Nietzsche l'appelle Baubo. Baubo désignerait une image de la femme entièrement en accord avec la philosophie nietzschéenne elle-même, une image positive de la femme, mais, n'oublions pas, d'une femme qui n'a jamais existé. Si Nietzsche ne s'abstient pas de critiquer les femmes qui sont humaines, trop humaines, il exprime avec insistance son estime pour celles qui n'existent que dans l'imagination. C'est dans Ainsi parlait Zarathustra que se révèle clairement la disproportion entre les personnifications féminines des entités abstraites et les femmes humaines trop humaines. C'est à la sagesse, à la vie et à l'éternité que Nietzsche attribue un rôle central. Zarathustra devient complice de la sagesse, danse avec la vie et déclare son amour à l'éternité. Il est hors de doute quelles sont ces femmes bien-aimées. Dans ses livres, ce sont les femmes qui se présentent comme des porte-paroles des idées de Nietzsche. La sagesse et surtout la vie donnent voix à ses positions philosophiques. Sauvage, la sagesse de Zarathustra est courageuse. Tout comme les guerriers auxquels elle livre son amour. Comme un guerrier, Zarathustra veut mener la lutte pour la connaissance en obéissant à la pensée la plus haute de la vie, à savoir le dépassement de l'homme. La sagesse de Zarathustra lui rappelle la vie. Dans la deuxième partie du livre, il revient à la vie de confier à Zarathustra un secret. Dans la troisième, c'est Zarathustra qui partage un secret avec la vie. Si le premier secret concerne le concept de volonté de puissance, le second pourrait très bien porter sur la pensée de l'éternel retour du même. Mais les images de la femme que Nietzsche associe à la vie et à la sagesse sont bien différentes de celles qui la lient aux femmes humaines trop humaines. Il conçoit la sagesse de Zarathustra comme belliqueuse, insouciante, moqueuse, changeante, obstinée. Il envisage la vie comme changeante, captivante, chercheuse, tentatrice, séductrice. Rebelle, la sagesse de Zarathustra ne se soumet pas aux valeurs établies. Sorcière, la vie cache de l'or dans son sein. En revanche, les femmes humaines trop humaines sont destinées à la procréation et sont faites pour obéir à leurs époux et à s'occuper de leurs enfants. Quand nous comparons la façon dont Zarathustra conçoit les femmes humaines trop humaines et celles qui sont ses bien-aimées, nous notons que les ambivalences de Zarathustra ne font que mettre en évidence celles de Nietzsche. Dans Par-delà bien et mal, visant deux adversaires en même temps, Nietzsche combat d'une part la philosophie dogmatique, mettant en cause les démarches de la pensée métaphysique,
et il critique de l'autre les mouvements d'émancipation féminine, dénonçant la façon de procéder qui conduit les femmes à se comporter comme les philosophes dogmatiques. Il affirme que la femme élucide la femme en soi, autrement dit, que la femme en tant que genre théorise sur la femme en tant que concept. Cherchant à devenir indépendantes, les femmes se placent comme un genre qui n'importe quel autre est complice de l'universalité. Ils font appel à un concept qui, comme tous les concepts, prétend saisir une essence. Bref, elles ont recours à des expédients de la philosophie dogmatique, de la pensée métaphysique. Dans la perspective nietzschéenne, en se battant pour l'égalité des droits, le mouvement d'émancipation féminine n'est rien d'autre qu'une manifestation de la décadence qui caractérise la modernité. Nietzsche entend que l'idée d'égalité est conçue dans les temps modernes comme synonyme de nivellement grégaire. À cause de Rousseau et de la Révolution française, cette idée est envisagée comme la suppression des différences et l'exclusion des exceptions. C'est cette conception d'égalité que Nietzsche choisit comme l'une de ses cibles privilégiées. Il fait de ces combats les noyaux même de sa critique de la modernité. Nous sommes donc en mesure d'affirmer que lorsqu'il s'agit de l'émancipation féminine, Nietzsche ne se montre à aucun moment ambivalent. Cependant, examinés de près, les textes de Nietzsche révèlent que ce sont les femmes de lettres qui l'intriguent le plus, qu'une femme aborde des sujets qui relèvent de leur rôle de mère et d'épouse, cela peut être accepté. Qu'elle s'adonne à la littérature occasionnellement et sous l'empire d'une émotion, cela peut être admis. Qu'elle se serve de la plume comme d'un ornement, cela peut être toléré. C'est le cas de Madame de Lambert ou de Madame de Rémusat. Parmi les écrits de Madame de Rémusat, on trouve surtout de mémoires, des lettres et un livre intitulé « Essai sur l'éducation des femmes ». Parmi ceux de Madame de Lambert, on trouve des ouvrages sur les problèmes pédagogiques. Cela contraste pourtant avec l'attitude de Nietzsche envers d'autres femmes de lettres, comme Madame Roland, Madame de Staël ou George Sand. Il les critique parce qu'elles interviennent dans des sphères autrefois réservées uniquement aux hommes. Il affirme que parmi les hommes, celles que l'on vient de nommer sont les trois femmes comiques en soi, rien de plus. Et cela parce qu'elles réfléchissent et s'expriment publiquement sur tous les aspects de l'existence, des problèmes littéraires aux questions politiques et sociales. Bref, en prônant une image traditionnelle de la femme, Nietzsche n'hésite pas à retrouver les gestes d'exclusion caractéristiques de la philosophie des temps modernes. Voilà, je remercie Jean-Clé Martin pour son aimable invitation.